Bonjour et bienvenue. Ouh là là, mais j'ai oublié mon truc là. Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, le site que j'ai créé en l'an 2000, voilà, ça fait 23 ans maintenant, euh, essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous évoluons tous ensemble, c'est l'ensemble humain, c'est le grand fleuve que représente l'humanité, avec ses branches euh, qui sont parties s'adapter à chaque partie de l'humanité. Certains sont allés s'acclimater à la banquise, d'autres au désert, d'autres dans les cités lacustres, d'autres, etc., etc. Certains se sont occupés du progrès technique, d'autres du progrès spirituel, d'autres ont préservé des traditions ancestrales jusqu'à ce qu'on puisse euh, les comprendre, les analyser, comprendre notre histoire. Par exemple, c'est le travail commun entre Claude Lévi-Strauss et les Guaranis, je pense que c'est les Guaranis, enfin les Indiens d'Amazonie qu'il est allé rencontrer pour la première fois. Ben c'est ce travail commun de rencontre qui a donné les ouvrages qu'a fait, grâce à ça, Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est pour dire que ma façon de penser le monde, elle est sous cette forme-là. C'est le travail commun entre le transgressant, le délinquant, le transgressant, celui qui va chercher à abuser de son congénère parce qu'il a trouvé une nouvelle façon de pouvoir le faire sans qui n'est pas puni par la loi, et le législateur qui va, en voyant ça, va poser une loi qui fait que eh ben, le code pénal s'est enrichi de ces centaines de milliers de lois maintenant que nous connaissons qui protègent de mieux en mieux l'être humain. Et voilà. Donc c'est le travail commun de ces... voilà ma façon de penser. Alors c'est une façon de penser atypique qui naît d'un esprit autiste Asperger. C'est apparemment la façon dont mon cerveau fonctionne. Et, euh, et voilà. Donc, alors, justement, si vous pensez que cette façon de penser un peu atypique, qui est, voilà, qui est pas conventionnelle, hein, a son intérêt sur cette toile où se disputent tout un tas de vociférateurs comme moi, euh, à ce moment-là, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et ça donne de la visibilité, paraît-il, à la chaîne. Voilà. Donc, je vous remercie pour ceux qui le font de temps en temps. Voilà. Mais par contre, c'est pas, bien sûr, il faut que vous soyez convaincus de l'intérêt, de la pertinence de cela. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, selon laquelle notre humanité va vers son ultime perfection, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on arrive presque au bout de ce grand chemin d'évolution que nous avons entrepris depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une humanité, voilà, culturelle, un autre type de culture, et devenir cette humanité il y a des centaines de milliers d'années, et puis progressivement évoluer, faire découvrir des choses, progresser, comprendre, apprendre à manipuler des objets, à accumuler des connaissances, à développer les langages, à développer l'écriture, etc. Tout ce que nous avons
développé jusqu'à aujourd'hui pour arriver où nous en sommes. Et là, où nous en sommes, nous ne sommes pas très loin de cette finalité positive dont je parle. Et que je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour savoir ce que je veux dire. Alors, de temps en temps, je m'appuie pour ça, justement, pour le démontrer sur YouTube, sur des bouquins que je trouve, que je chine au hasard de mes pérégrinations. Et là, je travaille sur cet ouvrage-là depuis, c'est la 3e vidéo. Voilà, alors est-ce qu'on peut arriver à, voilà, de Victor Delbos, La philosophie française. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur Saint-Simon. C'est le dernier chapitre qu'il consacre à Saint-Simon et à Auguste Comte. Et là, j'ai entamé la réflexion sur Auguste Comte. Alors, je vais continuer, je lis, je découvre en même temps, parce que je ne l'ai pas lu avant. C'est comme ça que je pratique. Et puis, voilà, je laisse aller mon imagination. S'il y a des choses à dire, je les dis. Voilà. Alors, aussi, chez Comte, la tendance à systématiser finit-elle par prévaloir absolument sur les facultés d'assimilation et de critique. Alors, il y a quand même une bonne critique de ce Victor Delbos, qui était professeur à la Sorbonne, aussi bien sur Saint-Simon que sur Auguste Comte. Apparemment, il leur critique leur manque d'analyse, leur manque de précision, etc. Mais c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, quand on s'occupe de l'évolution de l'humanité dans son ensemble, on ne peut pas en même temps être dans l'analyse de chaque événement. Ça prendrait trop de temps. Donc on est obligé d'être un peu superficiel en somme. Voilà. J'essaie de rétablir l'honneur perdu de Auguste Comte. Il avait commencé par lire énormément dans sa jeunesse. Non seulement il avait complètement complété l'éducation scientifique qu'il avait fait réussir avant l'âge au concours de l'école polytechnique, par l'étude de tous les grands mathématiciens depuis Descartes, mais il s'était encore initié aux travaux des naturalistes et des biologistes. Et il s'était passionnément intéressé aux ouvrages qui traitaient des questions historiques et sociales. C'est ainsi qu'il avait dévoré Fontenelle, Montesquieu, Maupertuis, Adam Smith, Hume, Diderot, Rousseau, Condorcet, Demestre, De Bonald, Lamarck, Cuvier, Cabanis, Bichat, Gall, Broussailles et bien d'autres. Voilà, alors là, dans cette liste, on voit à quel point, évidemment, il a pratiquement tout pour pouvoir comprendre le sens de l'évolution de l'humanité. Il manque peut-être, mais je ne sais même pas s'il était arrivé, l'évolution des espèces de Darwin. Voilà, Darwin. Mais, voilà, on voit qu'il y a l'évolution de l'humanisme, l'évolution des espèces, l'évolution... Voilà, on est un petit peu dans cette veine-là. En tout cas, c'était sans doute un petit génie, mais comment on appelle ça, un surdoué, voilà, un surdoué. Surdoué pour créer justement des concepts, mais peut-être pas surdoué pour vivre une vie ordinaire, pour surdoué, enfin au moins doué pour les relations sociales, les relations humaines, les relations amoureuses. Voilà, on l'a vu tout dans les vidéos précédentes. De ce côté-là, évidemment, il y avait quelques défaillances, ce qui est tout à fait logique. Mais dès qu'il vit sa doctrine formée, il ne vécut plus intellectuellement qu'en elle. Et oui, il y a cette obligation, je le comprends tout à fait. Moi, quand je suis tombé dans la mécanique universelle, évidemment, je vais picorer comme ça
dans des ouvrages, mais je ne peux pas aller de façon pointue parce que j'aurais l'impression, le sentiment de perdre du temps, de d'aller par exemple, eh ben oui, il faudrait que je lise Auguste Comte, ce qu'il a dit, mais non, je peux aller que lire sur Wikipédia quelques petits résumés ou trouver des bouquins qui vont résumer cette œuvre, parce que je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Et évidemment, ça fait de moi un très mauvais pédagogue, un très mauvais. Euh, je- ce, ce que je professe, la seule chose qui peut être intéressante, c'est cette téléologie, l'idée que je défends, ma théorie qui dit que nous allons vers notre ultime perfection. Voilà, c'est la seule chose qui a un peu d'assise, un peu euh, de soutien. Voilà. Il s'abstint désormais à peu près de toute lecture étrangère et cette abstention, qu'il justifiait par une règle d'hygiène cérébrale, laissa sans contrepoids le penchant déjà si fort qu'il avait à convertir ses conceptions les plus hypothétiques en vérités acquises et à juger de tout systématiquement. Eh bien oui, ça donne aussi exactement. Oui, cette critique, je peux l'appliquer aussi à moi-même. Oui, tout à fait. Voilà, c'est les, mes conceptions les plus hypothétiques, c'est hypothétique. Mais en même temps, j'essaie malgré tout de démontrer qu'elle est logique et que c'est c'est notre destinée, qu'on ne peut pas y échapper. Après, évidemment, il faudrait pouvoir être là à la fin des temps, à la fin de cette progression, pour qu'on puisse dire, ah ben voilà, vous aviez raison, monsieur Comte, Auguste Comte, vous aviez raison, Saint-Simon, vous aviez raison, Karl Marx, vous aviez raison, etc., etc. Le point de départ de sa philosophie, c'est la constatation de l'état de crise dont souffre particulièrement la société de son temps. Alors oui, bien sûr, ça part toujours de quelque chose comme ça, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on veut dénouer, on n'arrive pas à supporter cet état d'injustice, c'est toujours la, la plupart du temps des hypersensibles à l'injustice qui, ne pouvant pas la supporter et ayant les moyens de réfléchir, de penser, d'imaginer, vont se lancer dans des créations comme ça de, de, de systèmes comme Hegel, comme voilà, qui parce que ils sont trop écorchés pour pouvoir accepter le monde tel qu'il est. Voilà, cet état de crise qui, dans le fond, date de la fin du Moyen Âge, a été porté à l'extrême par la Révolution française et il se manifeste par la diversité anarchique des opinions et des sentiments. Or, la condition d'existence, mais voilà, cette, c'est, cette, cet état de crise, en somme, on peut le dire de tout temps. On est toujours en état de crise. L'humanité, alors plus ou moins, avec plus ou moins de densité, évidemment que ceux qui vivaient dans les années 40 ou dans les années 38 ou 37 ou 36 en Europe, c'était un véritable état de crise, beaucoup plus intense que ceux qui vivaient dans les années 68, par exemple. Mais bon, il y a toujours, en fait, un, un, c'est la ruse de la raison. C'est un des moteurs de notre évolution, ces états de crise. On doit passer ces crises. Et à chaque fois, on passe un palier. On se hisse vers quelque chose on se rapproche de cet état de perfection. Et ça ne se voit pas parce que tout de suite derrière, il vient une autre crise. Il vient un autre état de crise. Voilà, on a vécu le Covid. D'un seul coup, il a fallu vivre cet état-là. On n'en était pas encore sorti que vient la guerre en Ukraine. Mais dans les années 6 ans avant, c'était les gilets jaunes. Et 10 ans avant, c'était les grèves qui commençaient
à venir parce qu'on voyait à quel point le néolibéralisme était en train de vendanger tous les acquis de l'humanité, etc., etc. Voilà. Et avant, c'était la fin du mur de Berlin, donc la chute du communisme et l'entrée dans la mondialisation euphorique et toute puissance du capitalisme. Voilà. Alors, or, la condition d'existence d'une société normale, c'est l'unité des vues et des croyances. Pour réorganiser la société, il faut donc se demander pourquoi cette unité a été défaite et comment elle peut être refaite. Le principe de communauté spirituelle qui a soutenu les sociétés antiques et qui plus tard a constitué l'admirable société catholique du Moyen Âge. Voilà, alors là, c'était même Victor Delbos, il était encore dans les années 20, cet ouvrage, il l'a écrit dans les années 20. Ben voilà, il était encore dans ce christianisme tout-puissant qui accompagnait la colonisation, la dominance de l'Occident sur le monde entier, etc. Donc ça correspond tout à fait à cet état d'esprit. Donc du Moyen Âge était essentiellement théologique, c'est-à-dire qu'il s'exprimait dans un ensemble de conceptions cohérentes entre elles, mais fictives. Ce qu'il avait d'imaginaire a dû finalement laisser entamer et ruiner par la critique sa puissance de cohésion. Cependant, la liberté du jugement, à la fois condition et effet de cette critique, n'est elle-même qu'un principe négatif et révolutionnaire, incapable de rien fonder. C'est de la science seule que pourra se dégager le nouveau pouvoir spirituel, aussi indispensable que jamais aux sociétés, et qui, par la force de la vérité démontrée, supprimera tout naturellement le droit de penser à sa guise en matière sociale, de la même manière qu'est supprimé le droit de penser à sa guise en matière mathématique ou physique. Voilà. En fait, il voulait sortir plus ou moins du chaos, amener des lois mathématiques qui fait qu'en psychologie, on n'est plus contesté. Voilà, on dit, on amène un point de vue et il est incontestable. Ça évite tous les combats, toutes les pertes de temps, en somme. Voilà ce qu'il voulait certainement, à mon sens. Hein, c'était quelque chose comme ça. C'était rendre les sciences, comment on pourrait dire, euh, les sciences humaines aussi justes que les sciences mathématiques, au fond, aussi incontournables que les sciences mathématiques. Et en fait, c'est aussi ce que je préconise pour avec la mécanique universelle. Je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, mais seuls les scientifiques pourront le démontrer et le prouver. Et de manière à ce que la société humaine adopte cette vision. Et c'est pas cette vision-là, c'est pas ma vision, c'est la vision de l'ensemble des philosophes qui se sont, et des spirituels qui ont pensé que l'humanité avait une destinée positive, comme ça, une finalité, etc., un sens, une finalité, etc. Donc, et ça peut être, à mon sens, ça ne peut être adopté par l'humanité que si la science l'entérine, comme l'évolution a été entérinée parce que Darwin était un scientifique et que à un certain moment, voilà, cette théorie n'est plus une prospective, ça devient une sorte de loi, voilà. Même si toutes ces lois-là peuvent évoluer, hein, on le voit, les lois de la physique, elles sont toujours en mutation. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà un peu longue et on va voir si on en reprend une directe derrière ou pas. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout de suite.